Nous allons voir comment mettre en place un serveur DHCP sous Linux en s'appuyant sur une Linux Debian. Donc ce serveur DHCP va être installé en mode commande et l'objectif c'est que on puisse simplement obtenir la configuration de base depuis les postes clients qui seront rattachés à ce serveur. Donc pour faire la démonstration, je vais utiliser un poste client Windows XP qui sera simplement le client de base, donc c'est pour ça que je choisis Windows XP, pas besoin de déployer un poste plus moderne, plus récent. Et je vais utiliser aussi donc cette machine Debian que l'on voit ici, qui est en fait configurée avec un mode de commande, c'est-à-dire en fait plutôt en mode serveur qu'en mode station de travail. Alors si ce n'est qu'elle n'a rien de particulier à part que l'installation a été faite en ne choisissant pas le mode graphique. Alors dans cette machine j'ai, et on peut le vérifier avec cette commande, j'ai deux cartes réseau actives pour l'instant, dans le sens où j'ai un besoin d'accès à distance avec ma carte réseau que l'on voit ici. Donc alors j'ai un besoin d'accès à distance, c'est pas une obligation, c'est que pour faciliter la démonstration et l'administration de ma machine, j'utilise une carte réseau ici qui est en fait calée déjà automatiquement donc par un service DHCP existant sur mon réseau de travail. Et moi je suis depuis cette machine qui est derrière, là ici, avec un mode commande également en train de prendre le contrôle de ma machine. Donc ça donne ce résultat, je suis connecté donc sur cette carte réseau. Alors cette carte réseau va donc pas jouer le rôle de ma carte réseau de serveur, mais plutôt d'une carte réseau annexe. Celle-ci est dérivée de celle-là. On voit que c'est le même nom. Là, sans entrer dans les détails, puisque ça fait l'objet d'une autre présentation et d'une autre démonstration, il s'agit en fait d'un rattachement indexé à cette carte-là. Et avec cette solution, je fais en fait, je dédouble l'interface et je fais une configuration supplémentaire, ce qui me permet de lui attribuer une autre carte, enfin une autre adresse. Mais il s'agit bien de la même carte. Hein, il suffit pour s'en convaincre de vérifier l'adresse MAC que l'on voit ici et là. Donc c'est la même. Une autre carte. Alors une autre carte, là voilà, là par contre on peut vérifier que l'adresse MAC est différente. Hein, elle ne se termine pas de la même façon. Là ici, si vous comparez. Donc on a bien deux cartes réseau entre celle-ci et celle-là. Celle-ci elle s'appelle ENP0S8. Donc c'est cette carte-là que je vais utiliser pour la démonstration de service DHCP. Donc, alors, première chose à faire peut-être avant d'aller plus loin, c'est justement de préparer par souci de sécurité dans un premier temps et puis aussi par souci d'efficacité, préparer ma machine à bien offrir ces services sur la carte à laquelle en fait sont attachés les clients. Et donc moi ce sera cette carte là. Donc il suffit de retenir son nom ici et nous verrons tout à l'heure lorsqu'on va installer le service DHCP que il faudra, une des premières choses à faire, il faudra spécifier que cette carte là doit fonctionner avec le service et pas l'autre. Il suffira donc de l'indiquer. Donc pour installer le service DHCP sur cette machine Debian, alors je synchronise ma liste de dépôts avec la situation des dépôts officiels aujourd'hui, donc c'est la commande apt-get update. Donc voilà, donc si tout se passe bien, ça rend la main assez rapidement. Ensuite, je vais vous montrer en fait avec une recherche. Alors, en fait, on pourrait rechercher comme ça directement, mais je préfère y associer cette commande, donc avec un pipe ici
j'ajoute la commande ici qui va me servir de pause pour ma recherche. Je vais agrandir ma fenêtre parce que la recherche peut engendrer en fait pas mal d'infos. Ok, qu'est-ce que j'ai tapé? apt cache search, je me suis trompé. Voilà, donc vous voyez, l'erreur est humaine. apt cache search. Donc je recherche en fait sur les dépôts officiels sur lesquels ma machine est connectée. Les dépôts sont donc les serveurs sur lesquels je vais trouver les paquets. Je recherche toute information de paquets qui porterait le nom DHCP, sans autre précision. Mais comme je risque d'en trouver beaucoup, je mets un frein à cette recherche avec la commande less. J'envoie et voici ce que je trouve. Alors en fait, on va faire rapide, hein, mais vous voyez qu'ici on a par exemple quelque chose qui, quand ça commence à parler DHCP, on cherche, on pourrait se dire tiens ça pourrait m'intéresser, mais est-ce un serveur? Non. On descend un petit peu plus bas, on voit ISC DHCP client, on dit tiens ça c'est un client, mais c'est pas le serveur. Donc je vais chercher autre chose. Je continue ma recherche. Ah, là je vois le mot serveur, donc ISC DHCP serveur, et c'est effectivement celui-là, c'est pas la peine d'aller plus loin dans vos recherches. Donc ISC-DHCP-serveur, donc c'est le serveur que l'on va installer. Donc il suffit d'aller le chercher et l'installer. apt-get, je vais chercher, install, je l'installe, le serveur DHCP. Je fais entrer. Alors à ce moment-là, il me dit qu'il va ajouter des paquets, il me suggère aussi d'autres paquets, donc je ne cherche pas à contrer sa proposition, je mets oui. Donc ça va assez vite, l'installation, et comme c'est une installation qui est complète, qui va en fait engendrer aussi l'installation des fichiers de config, il va tenter de démarrer. Et voilà ce qui arrive. On voit ici en couleur rouge que le démarrage en fait se plante, du fait que la configuration qui est fournie par défaut lors de l'installation n'est probablement pas adaptée à ma situation. Donc je vais essayer déjà de comprendre ce qui se passe, mais on va surtout commencer par le début dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste déjà à empêcher mon serveur de fonctionner sur des cartes auxquelles il n'est pas en fait autorisé à le faire. Donc je vous rappelle que j'ai une carte ici qui s'appelle ENSP0S3, et j'ai aussi, et on l'a vu tout à l'heure, si j'ajoute l'option "-A" pour voir toutes les cartes A comme all, je vois que j'ai une deuxième carte qui effectivement apparaît. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas encore configurée pour cette pas d'adresse, mais elle est déjà là, cette carte, et elle ne doit pas, enfin elle devra être configurée, et elle devra, en fait elle sera utilisée, elle devra donc être associée au service DHCP, tandis que celle-ci elle doit surtout pas l'être. Donc je vais donc autoriser cette carte là et ne pas spécifier celle-ci, ENP0S8. Donc cd/etc/default. Dans ce dossier, on y trouve un tas de fichiers. Alors cette liste en fait elle va s'allonger au fur et à mesure que vous ajouterez des services notamment. Mais vous cherchez toujours les fichiers qui sont en rapport avec le service que vous venez d'installer, et vous cherchez un moyen simple, c'est de regarder l'heure et la date. Donc moi ici, je l'ai repéré, le fichier qui m'intéresse c'est celui-là. Donc je vais le surligner, c'est ce fichier-là. Je vais l'ouvrir avec mon éditeur Nano. Et je m'aperçois que dans ce fichier, toutes les lignes sont commentées parce qu'elles commencent par un dièse. Tout ou presque. En fait, ici, je vois que j'ai interface V4 et interface V6 qui me permettent de spécifier, en lisant un petit peu l'indication qui est là, de spécifier sous forme d'exemple les cartes, éventuellement en les séparant par un espace s'il y en a plusieurs,
qui doivent être utilisés par le serveur. Donc moi en IPv4, la carte qui doit être utilisée c'est ENP0S8 et uniquement celle-ci. Pour IPv6, on peut le mettre aussi, ENP0S8, si on désire faire de notre serveur DHCP un DHCP version 6. Alors, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas dans le début de cette présentation, je vais donc commenter cette ligne, mais ça m'intéressera probablement dans une présentation future. Donc la seule ligne qui reste décommentée, c'est celle-ci, les interfaces au format IPv4, qui sont autorisées à utiliser le DHCP, et je mets que celle-ci. Je quitte en enregistrant, et voilà. Maintenant je suis tranquille. Nous revenons dans le dossier ETC, et on va faire un petit état des lieux des fichiers qui sont présents ici. S'il faut regarder dans D comme DHCP, vous allez trouver un dossier dans lequel nous allons. Dans ce dossier, je fais un petit état des lieux là également. Alors cette fois-ci, je vais mettre l'option L pour qu'on y voit mieux. Ici en fait vous avez deux fichiers de configuration qui sont DHCPD6 et DHCPD, et puis un troisième ici qui est dhclient.conf. Alors dhclient.conf ça concerne les clients, moi je suis un serveur, je m'intéresserai donc soit à ces deux fichiers. Dans la discussion précédente, on a vu que on n'avait pas activé le mode de fonctionnement en IPv6 dans le fichier précédent, donc on va s'intéresser à celui-ci qui en fait est le fichier de config pour le protocole IP version 4. Donc j'ouvre ce fichier et faute un petit peu rapide, .conf. Alors dans ce fichier on voit qu'en fait on a déjà beaucoup d'infos et il nous explique que c'est en fait un échantillon de configuration. Certaines lignes sont désactivées, certaines lignes sont activées, ça veut dire qu'il y a une dièse où il n'y est pas. Si je regarde ce qui est activé, je vais me rendre compte qu'il y a déjà pas mal de choses. Alors, par exemple, si on va plus bas, on voit ici qu'il y a beaucoup de choses de présenter. Alors c'est essentiellement des commentaires, mais il y a des lignes désactivées. Alors ces lignes désactivées en fait vont en réalité servir de config de base, et c'est pour ça que ça démarre pas et qu'on a vu tout à l'heure que le serveur était en fait mettait une erreur, on voyait la couleur rouge là, lors de la tentative de démarrage. C'est dû à ces lignes en fait qui ne correspondent pas à ma réalité et surtout à un manque d'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne qui lui permet de démarrer vraiment. Alors pour faire en fait assez simple, je vais supprimer des lignes. Je vais supprimer beaucoup de lignes qui me gênent pour l'instant, pour ne garder que les lignes qui pourraient m'intéresser pour construire un DHCP je dirais minimaliste dans un premier temps. Et donc vous allez voir que je vais en supprimer pas mal. On va supprimer par exemple tout ça. Voilà. Et puis maintenant je vais supprimer tout le reste en bas. Pardon. Donc dans cette configuration ici, j'ai supprimé pas mal de lignes, il ne m'en reste pas beaucoup. Et je vais en fait peut-être même encore en supprimer pour vraiment avoir quelque chose de très simple, très basique. Voilà, donc vous voyez ça se limite à très peu de choses. Je vais activer toutes ces lignes, donc en enlevant le dièse qui se trouve devant toutes les lignes. Et je me retrouve avec une configuration en fait qui tient sur moins d'une quinzaine de lignes. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Alors déjà regardez ici, on y voit un bloc qui commence ici et qui se termine en bas ici. Donc ce bloc c'est une déclaration qui s'associe à un sous-réseau.
Et ici, en fait, ça doit correspondre au réseau sur lequel vous allez vouloir travailler, c'est-à-dire vouloir faire travailler votre DHCP. Donc, imaginons qu'on veut que ce DHCP travaille sur ce réseau-là. Donc, on l'indiquerait, on y associerait le masque que l'on souhaite. Alors, par exemple, par défaut, ce serait celui-ci. Et à ce moment-là, tous les informations qui vont évoquer des adresses IP doivent être en cohérence avec votre réseau. Et alors, par exemple, ici, je ferai quelque chose comme ça. Et je vous explique immédiatement ce que je suis en train de faire. Donc, on vient de voir que j'ai choisi totalement arbitrairement ce réseau 192, 168, 100.0. Sur ce réseau, je déclare une étendue c'est range, qui va être en fait une série d'adresses. Je donne la première adresse ici et la dernière qui vont créer donc les bornes de mon étendue. Ma première adresse ce sera 192.168.100.1 et ma dernière 192.168.100.10. On voit qu'elles sont bien comprises dans ce réseau là et qu'elles sont bien bornées sans qu'il y ait d'aberration, par exemple une inversion ou une adresse qui serait mal écrite. Ça veut dire que ce serveur va donc se préparer à distribuer au premier client l'adresse qui se terminera par ça, 192.168.100.1. Au deuxième client, il donnera la 192.168.100.2 et le dernier client aura la 192.168.100.10. Maintenant, ça veut dire aussi que chacun de ces clients-là recevra 4 informations sous forme d'options. 1, 2, 3, 4. Les informations qu'il va recevoir, c'est l'adresse ou le nom d'un serveur DNS. Alors, on va mettre quelque chose d'assez récurrent dans nos exercices ensemble, qui est l'adresse du serveur DNS fourni par Google. Ce serveur permettrait d'accéder à Internet. Alors, en tout cas, d'exploiter Internet. On va mettre aussi un nom de domaine. Un nom de domaine qui va donc s'associer au nom de chaque machine. Donc chaque machine qui recevra une IP complétera son nom par le nom que je vais mettre ici. Par exemple celui-ci. On va indiquer pour chaque machine une troisième option qui serait l'adresse du routeur qu'elle utiliserait si elle en avait besoin. Qu'on appelle le routeur par défaut. Donc le routeur par défaut, si j'indique ici cette adresse, chaque machine qui va recevoir une IP va construire une route par défaut en demandant à ce routeur de l'emmener au-delà. Ici, une ligne qui me permet de choisir et de spécifier l'adresse de broadcast de mon réseau. Alors l'adresse de broadcast, elle est déduite automatiquement par un calcul très simple et surtout une règle. J'ai donc pas besoin de la préciser. Alors je vais l'enlever pour faire plus simple. Mon objectif étant de faire simple. Ici, une valeur en secondes, 600 secondes, ça veut dire 10 minutes. Bon alors, avant de la modifier, il faut expliquer à quoi ça sert. Lorsqu'un client va faire une demande d'adresse, il va donc obtenir une adresse prélevée dans cette plage, mais en réalité cette adresse, il sera obligé de la rendre au-delà d'un certain temps. C'est donc pas un don d'adresse, c'est juste un prêt d'adresse. Le serveur prête ses adresses pour les clients. Au-delà d'un certain temps, les clients doivent soit restituer l'adresse s'ils n'en ont plus besoin, soit prolonger le prêt, demander une prolongation. Donc il faut fixer une limite, et cette limite est stratégique. La bonne idée, la bonne pratique, l'habitude, c'est de fixer 8 heures de prêt minimum pour des clients qui sont susceptibles de quitter l'environnement, c'est-à-dire par exemple des ordinateurs portables, de façon à ce que l'adresse IP puisse être récupérée pour servir à quelqu'un d'autre plus tard. Maintenant, si les PC doivent rester dans l'entreprise, par exemple, ou à la maison, pas besoin de fixer une limite à 8 heures, on peut prolonger. Et là, dans les habitudes, les bonnes pratiques, on retrouve souvent 8 jours. On verra aussi plus tard qu'on peut préciser des durées beaucoup plus élevées sous forme de réservation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des durées infinies.
Si on met moins de 8 heures, 8 jours, on peut mettre au minimum 60 secondes. C'est ce que je vais mettre ici pour la démonstration. Et si je mets 60 secondes, ça veut dire que toutes les 60 secondes, il doit y avoir des mouvements entre le client et le serveur. Et nous allons voir qu'en réalité, elles se font à la moitié du temps, à 30 secondes temps. Ça veut dire que toutes les 30 secondes, le client, s'il est toujours utilisateur de l'adresse, va devoir contacter son serveur pour demander une prolongation. Alors imaginez qu'on laisse comme ça et qu'il y ait une centaine de clients, ça va faire beaucoup de trafic toutes les 30 secondes inutile. Cette deuxième ligne permet d'empêcher un client qui aurait une exigence et qui viendrait avec cette exigence, par exemple, dans sa configuration, il indique « moi je veux une adresse pour 8 jours ». Alors il faut savoir que c'est tout à fait possible, il y a une directive qu'on peut écrire côté client en disant « je veux une adresse pour telle durée ». Donc si le client affiche une exigence de durée, on peut nous, côté serveur, limiter, quoi qu'il en soit, la durée demandée par le client. Donc moi je vais aussi mettre la même valeur ici, pour que on soit sûr que le client n'impose pas une durée plus élevée que 60 secondes. Bon, je voudrais juste préciser que j'ai mis 60 secondes pour la démonstration, mais en aucun cas je laisserai ça dès que je mettrai en production ce type de serveur. On en a fini pour le bloc. Maintenant, ces deux lignes-là, alors on va commencer par celle-ci. Celle-ci, en fait, je l'ai décommentée parce qu'elle permet à mon serveur de devenir actif. Si je ne mets pas cette ligne, mon serveur va pas répondre aux demandes clients, il va simplement les écouter, les analyser, mais pas y répondre. Alors ça permet dans un environnement multiserveur ou un environnement de développement de mettre en place et d'analyser le comportement sans que ça ait un impact sur le fonctionnement côté client. Donc il faut l'activer en enlevant le dièse. Et cette dernière ligne permet en fait, associé au processus de journalisation qui s'appelle syslog, d'envoyer des informations dans le fichier de log principal de Linux. Je ne rentrerai pas dans les détails pour l'instant, mais la valeur qui est ici conditionne le degré de verbosité de mes informations, c'est-à-dire le type d'information qui sera envoyé. J'ai fini. Je vais quitter en enregistrant, mais avant de le faire, je me rappelle que je me suis calé sur ce réseau-là, 192.168.100.0. Je quitte. Alors, si à ce stade, je tente de redémarrer mon service DHCP, qui, je vous rappelle, s'appelle ISC DHCP Server. Si je tente de le démarrer, je vois qu'il y a une erreur. Et si je cherche à voir, en tapant cette commande, ce qui se passe, bah, je vois beaucoup de rouge. Et je m'inquiète du résultat. Alors, en fait, le rouge ici, No Subnet Declaration for ENP0S3, et il m'associe l'adresse. Donc il me dit que je n'ai pas de déclaration pour cette adresse, alors c'est ENP0S3 de point 1, ce qui est vrai. Pas de déclaration pour ENP0S3, ce qui est vrai aussi. Et en fait, il me dit qu'il est configuré pour écouter sur aucune interface. Alors en réalité, c'est vrai, puisque moi, en fait, si je reviens sur la première opération, on peut dire non, non, c'est pas vrai, on l'a fait. Mais on l'a fait, c'est vrai qu'on a spécifié l'interface d'écoute, mais cette interface, je vais vous remontrer en fait la commande. Donc, attention les erreurs. Donc, on avait ouvert ce fichier-là et on avait effectivement spécifié ENP0S8. Mais cette interface, si on regarde avec simplement la commande ifconfig, elle n'apparaît pas. Si elle n'apparaît pas, c'est qu'elle n'est donc pas active et donc le système ne la voit pas pour l'instant. Pourtant,
pourtant nous savons qu'en ajoutant le paramètre "-a", j'ai montré tout à l'heure, cette interface, elle apparaît, mais on voit bien qu'elle ne possède pas d'adresse, donc elle n'est pas activée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de démarrer notre service? C'est activer cette interface et lui attribuer une adresse. On va faire une pierre de coups, et l'adresse qu'on doit lui attribuer doit se trouver sur le réseau. Par exemple, je vais mettre celle-ci, sur lequel nous avons paramétré notre DHCP. Donc en faisant comme ça, j'ai attribué à la volée une adresse IP à ma carte, elle s'est donc probablement activée. Dans une autre présentation, on avait expliqué que la configuration à la volée est effectuée automatiquement et instantanément, mais qu'elle n'est pas conservée si vous redémarrez le service, la machine, et donc c'est du coup une configuration de test. Et là, je ne vais pas revenir sur cette configuration, hein, ça fait l'objet d'une autre présentation, mais il faut bien évidemment que cette configuration soit établie de manière statique. Donc pour l'instant, moi je ne m'en préoccupe pas, mais c'est à vous de le faire en figeant l'adresse IP dans le fichier de configuration de l'interface. Maintenant que c'est fait, je vais quand même vérifier avec la commande ifconfig sans mettre le paramètre "-a que ma carte apparaît. Donc voilà, on la voit ici, on voit qu'elle est activée, et ici il y a le flag, c'est-à-dire l'indicateur up, qu'elle tourne, qu'elle est capable de faire du broadcast, du multicast, qu'elle est associée à une adresse IP, un masque, et son nom est bien ENP0S8. Donc maintenant on va redémarrer notre service DHCP. Donc on va essayer en fait de le redémarrer. On voit cette fois-ci qu'on ne subit plus de remarques. On va quand même, par acquis de conscience, voir le journal. Alors là, on peut être inquiet de voir du rouge à nouveau. Mais en fait, c'est l'ancien journal que je vois ici, là. Ça, il faut l'ignorer. Et il faut voir ici, donc avec l'heure, hein, vous vous situez sur l'heure, hein, tout ce qui était 10h34, c'était ce qui s'est passé avant. 10h49, là, ici. Donc voilà, on démarre le serveur DHCP et on voit bien qu'il n'y a pas pour l'instant d'information qui indique que ça ne va pas. On va quitter le journal. Alors je vais relancer le journal et je vais y ajouter l'option "-f". D'ailleurs, l'option "-f", il faut la mettre ici ou à la fin. Cette option va me permettre de demander à mon journal d'observer en suivant l'évolution, F comme suivre, follow en anglais, follow. Donc F pour suivre l'évolution de mon journal, c'est-à-dire de voir s'il y a une information qui passe dans le journal. Je passe sur un poste client. Alors, pour l'instant, je vais me contenter d'un poste client Windows XP. Et je vais le configurer ou vérifier si ce n'est pas déjà le cas, que ce poste client est configuré pour obtenir automatiquement une adresse ainsi que les DNS. C'est le cas ici. Donc, au moment où je parle, il est peut-être déjà établi que le client a obtenu une adresse. Alors je vais revérifier sur mon journal, aucune activité se présente, je retourne sur mon client, je fais ipconfig /renew de manière à lui demander de renouveler une adresse. Et alors là je m'aperçois qu'il obtient une adresse qui est 10.003, qui n'est pas du tout celle que j'attendais, et qu'aucune activité sur mon journal n'apparaît. Ça veut dire que ma machine, elle n'est peut-être pas calée sur le bon réseau, il faut que je fasse une petite vérification. Réseau interne. Et mon serveur. Alors, mon serveur ici, pour le vérifier, il faut que je vienne dans ma fenêtre VirtualBox. Pour m'assurer que la carte ENP0
suite, c'est-à-dire la deuxième ici, est bien sur le réseau interne, ce qui est le cas. Donc, bah, ça a l'air bon. Alors on va retourner ici, on va relâcher cette adresse. Et pas d'activité journal, on va la renouveler. Alors une erreur s'est produite, on va recommencer. Et cette fois-ci, on revient sur le journal de Linux et on voit bien qu'effectivement on a tout un tas d'informations qui sont passées dans le journal. Bon, si on les examine à la loupe, on fera notre petite enquête pour se rendre compte très rapidement en fait que à partir de là, on voit bien que l'offre concerne le client XP1 et on voit une adresse MAC qui sert en fait, qui est celle du poste client. L'hésitation qu'il y a eu au début, c'est que mon client ayant déjà eu une adresse IP, en fait le serveur et le client ne se sont pas mis d'accord sur l'adresse IP à renouveler par le client. Puisque le client demandait un renouvellement et il cherchait à renouveler l'adresse qu'il avait, qui était celle-ci. Or le client ne possède pas cette adresse, il lui a donné une fin de non-recevoir, DHCP non-acknowledge, non-acknowledge. Donc je ne peux pas accepter cette adresse. Du coup, ça oblige le client à refaire une demande. Il a refait sa demande sans comprendre qu'il fallait la formuler autrement, donc à nouveau non-acknowledge. Et du coup, le serveur lui fait une offre pour faire comprendre au client qu'il faut qu'il change sa politique de demande, et c'est ce qu'a fait le client ici. Du coup, il fait une demande, et cette fois-ci, on voit qu'il n'y a plus d'exigence. Le serveur fait une offre, le client accepte l'offre, c'est-à-dire qu'il réclame pour lui cette adresse, le serveur lui donne. C'est pas non-acknowledge, il n'y a pas le N ici, vous voyez, il y a acknowledge. DHCP acknowledge. Donc acceptation. Toute cette explication que je suis en train de vous donner, pendant ce temps-là, il se passe des événements, et vous allez voir qu'il va y en avoir encore deux ici, deux lignes. Il se passe des événements dus au fait qu'on avait mis 30 secondes, 60 secondes de discussion entre le client et le serveur, et toutes les 30 secondes, donc ici vous voyez il va y avoir encore deux lignes dans une trentaine de secondes ici qui vont se mettre à la suite, toutes les 30 secondes il y a un échange entre le client et le serveur pour confirmer le maintien de l'utilisation de l'adresse par le client. Ça veut dire que le client conserve son adresse. Pour vérifier, alors vous allez voir, donc il va y avoir deux lignes qui vont arriver, voilà, pour vérifier, il suffit de taper ipconfig/all et d'examiner la fin du fichier, enfin la fin de l'information. Regardez l'heure d'obtention ici. On va attendre environ 30 secondes que deux lignes apparaissent ici, vous allez voir. Et il suffit de regarder l'heure et la date en fait. On va attendre, vous allez voir dès que la requête va être à nouveau prolongée ici. Voilà, je vais maintenant refaire ma commande et on va comparer l'heure et la date. Avant, l'obtention était à 19h59-34 secondes, maintenant elle est à 11h04 secondes. Et la prolongation c'était jusqu'à 11h0034, ici c'est 11h01-04. Alors attention, l'heure et la date entre le client et le serveur ne sont pas forcément synchronisées. Donc il ne faut pas se fier à cette information. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on a une minute, vous voyez, entre 11h et 11h01, on a une minute de près d'adresse. Et on a vu que toutes les 30 secondes, c'est-à-dire exactement la moitié de cette minute, le client reconduisait son adresse. Voilà, là on ne devrait pas tarder à obtenir une reconduction. Bon, à chaque fois, on fera ipconfig/all pour le vérifier. Et dans le journal, on voit cette notification ici qui continue, puisque mon journal affiche en continu les requêtes. Bon, si on attend un peu, on va avoir une nouvelle reconduction. Alors, ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est de se rendre compte que ça fonctionne exactement comme on l'attendait, c'est-à-dire qu'on a tous les paramètres qu'on avait souhaité obtenir. On a une adresse IP en 192.168.100.1, un masque,
la passerelle, il nous indique que le serveur DHCP est cette machine, et cette machine c'est bien notre serveur Linux. Le serveur DNS qu'on avait choisi, c'est celui de Google, et puis le BY avec sa date d'obtention et sa date d'expiration, qu'on voit évoluer, je vous le rappelle ici. Si on veut relâcher l'adresse, on peut le faire de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on restitue l'adresse au serveur, et on va se retrouver à 0. Donc on le fait de cette manière-là. Je vous montre sur le journal à quoi correspondent les requêtes, elles sont ici. Donc en fait on voit qu'ici, c'est plutôt celle-là, pardon, on voit ici celle-là que le serveur DHCP a été informé que la machine sans point avec l'adresse MAC 080027DDEC63 et qui s'appelle XP1 a relâché pour release son adresse. Et là il n'y a plus d'activité concernant ce PC. Si je fais ipconfig, je m'aperçois qu'il reste à 0. Si par contre je fais un renew, il va à nouveau négocier, on voit un petit temps d'attente, c'est la négociation, et côté serveur, on repart pour 4 requêtes. Donne-moi une adresse, enfin je recherche un serveur, le serveur se présente en faisant une offre, le client sélectionne cette offre s'il le désire, et le serveur accepte de valider cette offre pour le client, et ensuite commence la durée du prêt. Toutes les 60 secondes, elle sera remise en œuvre, et nous avons vu que c'était exactement la moitié. Voilà, donc dans cette présentation, on vient de voir comment on met en œuvre simplement et de manière vraiment très très sommaire, très très basique, un serveur DHCP. On va retourner voir la configuration une dernière fois. Et elle est extrêmement simple. On voit qu'elle fonctionne parfaitement. Elle est suffisante. Elle pourrait servir une dizaine de clients. On peut l'allonger, on peut la réduire. On peut changer ou ajouter ici des paramètres d'option. On peut fixer des valeurs. Alors ici maintenant on va devenir plus raisonnable. On va mettre 1 heure. Par exemple, 3600. Et on va mettre 2 heures comme limite de prêt, qui est plus raisonnable pour le serveur. On va voir cette modification, ici ce qu'elle engendre côté client. On va changer aussi le nom de domaine. Alors on peut par exemple mettre labo-dhcp pour voir un petit peu ce qui va se passer, hein. On va voir si ça change. Juste pour labo-dhcp.local. C'est juste pour voir si ça a effectivement un impact côté client. Et on va faire une dernière modif. On va changer les adresses. Alors, par exemple, hein, c'est un peu idiot ce que je fais, mais c'est juste pour la démonstration. Je vais proposer une plage d'adresses qui commence cette fois-ci à 40 et qui va jusqu'à 60. Donc, je rappelle, je change la plage, je change le nom de domaine, je change la durée du bail et la durée maxi. Je quitte, j'enregistre. Si je ne fais rien, il ne se passe rien, il faut que je redémarre mon service DHCP pour qu'il prenne en compte ces nouveaux paramètres, puisque je viens de les modifier. Je vais visualiser mon journal. Je m'aperçois ici qu'il y a une période d'incertitude lors du redémarrage qui s'affiche en rouge ici, mais j'en tiens pas compte. Je vais faire un release côté client. Je vois ici le release côté serveur. Je vais faire un renew. Alors, vous voyez qu'ici, quand je fais un renew, il apparaît comme une erreur côté client, mais en réalité, il engendre bien une requête qu'on voit ici, et qui se prend un peu les pieds dans le tapis au début. Il y a un non-acknowledge. Alors, pourquoi il y a eu cette erreur côté client, et pourquoi il y a eu un peu cette incertitude? Parce qu'en fait, le client se souvient de l'adresse IP qu'il avait en IP fixe lors de la configuration précédente, c'est-à-dire en début d'exercice, il avait cette adresse IP. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'était effectivement une adresse qu'il utilisait dans le passé, on va dire, et il s'en souvient parce qu'elle est notifiée dans sa base de registre.
Et du coup, le client Windows se dit, tiens, j'ai plus d'adresse, donc je vais tenter de réclamer celle-ci. Si mon serveur qui m'avait donné cette adresse, ou bien la configuration que j'avais qui indiquait cette adresse, peut être validée, je vais insister pour l'obtenir. Donc il fait une tentative d'obtention où il réclame cette adresse. Il l'a fait 2 fois, malgré qu'entre-temps, il reçoit une fin de non-recevoir du serveur, non acknowledge. Et une fois qu'il a compris, par ce deuxième non acknowledge, qu'il ne peut pas recevoir cette adresse, eh ben, il y a une offre entre-temps, on voit passer une offre du serveur. Le temps que le client donc comprenne et qu'il retombe un petit peu sur ses pattes, il fait sa demande officielle, sans imposer quoi que ce soit. Le serveur lui présente la première adresse qu'il a dans son étendue. On voit bien que c'est la 40 ici. Le client sélectionne cette adresse et le serveur acknowledge ici, ça veut dire qu'il accepte que ce client soit l'un de ses clients légitimes. Et côté client maintenant, si on fait un ip-config, on voit bien l'adresse, on voit bien qu'elle est en 100.40, on voit bien que le nom de domaine a changé, il s'appelle labo-dhcp.local, et si on regarde avec l'option /all par exemple, en bas on voit bien qu'il y a 1 heure de décalage entre l'attribution et la restitution de l'adresse. Donc la durée du bail a bien évolué. Donc tous les paramètres qu'on avait imposés côté serveur sont bien appliqués côté client et on n'a rien de particulier à faire. Pour préciser en fait les manips que je fais côté client, par exemple lorsque je fais cette manip là, comme tout à l'heure je l'ai fait à plusieurs reprises, lorsque je fais cette manip là, en réalité ces manips là sont juste pour forcer un petit peu les choses, pour les rendre instantanées, pour faire la démonstration. Mais le logiciel client DHCP qui est présent dans Windows, pardon, il sait faire ça très bien tout seul. Je vais vous montrer en fait on doit pouvoir la trouver ici, le client DHCP qui est donc actif sous Windows. Alors je suis sur un Windows XP, on a exactement la même chose sur les Windows modernes comme le Windows 10 par exemple. Vous voyez, il est là. Et donc gère la configuration réseau en inscrivant, en mettant à jour les adresses IP et les noms DNS. Et on voit bien qu'il est démarré. Et qu'il est démarré de manière automatique. C'est-à-dire que quand vous démarrez la machine, ce client il s'active. Donc si ce client s'active, il fait son job, quoi, hein. Il va faire ses requêtes tout seul. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les renew quand il est à 50% du bail et les releases quand il est à la fin du bail et qu'il ne veut plus continuer, ou quand la machine s'éteint. Donc la machine se coupe. Si elle est à la fin du bail, elle fait un release. Si elle n'est pas à la fin du bail, elle fait rien, elle se coupe tout simplement. Voilà. Donc ces explications ici montrent que ça fonctionne. Maintenant, il vous appartient à vous de faire vos propres tests et de ne pas vous contenter d'un seul poste client, mais d'en mettre plusieurs, de manière à vérifier que ça fait bien le travail attendu. Alors moi je vous donne une piste de travail ici, vous voyez par exemple sur le client, je vais mettre une adresse IP fixe qui va être sur le même réseau. Vous allez voir, je vais faire une bêtise exprès. J'ai donné l'adresse IP 40 avec la passerelle qui était prévue, 100.254 et DNS 8.8.8.8. Donc je le mets en IP fixe ici. Je vais retourner rapidement sur le journal pour vous montrer, je suis à ce niveau-là du journal, hein, il est 11h08 ici, donc c'est après ça. Je fais OK. Alors côté journal ici, il ne se passe rien pour l'instant. Et ma machine fonctionne tout à fait normalement. On peut vérifier en faisant une ipconfig qu'elle a cette adresse. Alors par contre, ce qu'on peut vérifier, c'est que si je fais ipconfig /release, je vais recevoir un message m'indiquant que cette carte ne peut pas être
Cette adresse ne peut pas être relâchée puisque cette carte n'est pas associée à du DHCP. Alors c'est dit de cette manière-là. Mais c'est pas une erreur, c'est une information. Et côté journal, il ne se passe rien. Maintenant, je vais revenir sur, sur la configuration ici IP. Si je repasse en DHCP, on va faire ça comme ça. Donc vous allez voir que ici il y a bien une offre qui est faite par le serveur cette fois-ci. Bon, alors côté client, il ne se passe pas grand chose pour monsieur tout le monde, je dirais, mais pour vous maintenant, vous pouvez voir que l'adresse IP est obtenue. Alors on s'aperçoit, et voilà où je voulais en venir, que il y a... Alors ça va se changer tout seul, donc j'ai fait exprès d'aller assez vite taper ipconfig. On s'aperçoit en fait qu'on est revenu sur une adresse qui était celle du début de notre aventure, c'est-à-dire celle qu'il avait au début, avant même qu'on démarre les manips. Et on se dit, tiens, mais il y a un truc qui ne va pas, parce que c'est absolument pas l'adresse qu'on voit ici qui est proposée par le client, et à nouveau, enfin, qui est proposée par le serveur, et à nouveau, si on examine le processus, on voit que le client qui fait sa demande ici exige l'indice 003, que le serveur refuse de la lui donner, DHCP non acknowledge, et qui fait une offre sur la 100.40. Et on voit que le client, en fait, il n'en tient pas compte. Donc il s'est reconfiguré sur une adresse qui n'est pas celle que l'on attendait, parce qu'en fait on a fait un release ici, et qu'il avait une adresse IP volontairement fixée. Il avait, au moment où j'ai fait ça, je rappelle que j'avais mis une adresse IP volontairement fixée, ici, et j'avais mis l'adresse qui est la première adresse de son pool. Pool, ça veut dire, j'ai pas utilisé ce mot-là, ça veut dire étendue, hein, c'est la réserve d'adresse côté serveur. Donc j'avais mis la première adresse de cette étendue disponible. Et du coup, le serveur, voyant que cette adresse, qui est déjà en circulation, et correspond à l'une de ces adresses, il est incapable de la fournir pour un client. Alors c'est un processus de sécurité qui est engagé dans le DHCP. Et du coup, on se retrouve avec cette erreur. Il suffit de faire un release, peut-être même 2 fois, et de faire un renew pour rétablir, là on peut le faire aussi 2 fois, on l'a vu tout à l'heure, pour rétablir la situation. Voilà, donc nous voilà au terme là, de cette présentation. Je vous invite à faire vos propres expériences, vos propres tests, vos propres vérifications. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est une brève présentation basique et élémentaire sur le DHCP. Et elle sera complétée par des suites, et non pas une suite, parce qu'avec le DHCP, on peut formuler pas mal de précisions, pas mal de stratégies d'entreprise.